Alors, caractérisation de la crise. Bon, c'est pas facile parce qu'il y a énormément de choses à dire, donc on peut pas tout reprendre. Donc, je vais me contenter de dire trois choses. C'est-à-dire de donner trois caractères de cette crise, dont la réunion semble paradoxale, alors qu'à mon avis, tout ça n'a rien de contradictoire. Donc, il s'agit de dire que cette crise est, premièrement, spécifique, deuxièmement, générique, et troisièmement, singulière. Alors, spécifique, elle l'est par les classes d'actifs et les compartiments de marché qui sont concernés. On a vu débouler tout un tas de produits financiers dont on ignorait, en tout cas moi, jusqu'à l'existence, et que j'ai découvert au moment où ça a fait irruption sur la scène des marchés, au moment de l'explosion, donc au printemps de 2007. Alors voilà, en gros, on va dire, c'est les produits de la titrisation et de la finance structurée. Donc les ABS, les CDO, les CLO, les CDS, tout ça, c'est des bêtes un peu bizarres qu'on a vu débarquer. Alors, je ne perds pas de vue néanmoins qu'il y a des éléments d'un grand classicisme dans cette crise. Des crises immobilières, ça s'était déjà vu, fin des années 80, début des années 90 aux États-Unis, la gamelle des caisses d'épargne. Il y a de fortes composantes immobilières dans la crise japonaise et dans la première crise financière internationale en 97. Bon. Mais tout de même, on a une architecture de produits sophistiqués qui est assez inédite. Et pourtant, la crise est générique, car si on fait abstraction de ces complications techniques, on n'en retrouve pas moins les mécanismes fondamentaux des marchés de capitaux déréglementés, et ces mécanismes fondamentaux, on les voit dans toutes les crises, et ceci indépendamment des compartiments de marché qui sont concernés. Alors qu'est-ce que c'est que ces mécanismes ou ces enchaînements fondamentaux? Il y a premièrement la polarisation mimétique, qui est due à l'effet de consensus concurrentiel, puisque le truc rigolo, c'est que la concurrence ne crée pas du tout de la diversité, c'est tout le contraire. Deuxièmement, l'aveuglement au désastre, qui conduit les opérateurs à abandonner le modèle notionnel de l'optimisation combinée rendement-risque, qu'ils distortent vers de la maximisation simple du rendement. Troisième mécanisme, la mobilisation intense des effets leviers. Et dernier mécanisme, au moment où la crise éclate, la course à la liquidité. Donc spécifique, générique, singulière également. Pourquoi? Alors parce que cette crise financière n'est pas que financière. Alors j'entends bien l'argument qui consisterait à me dire, a-t-on jamais vu crise financière qui soit purement financière? Et la réponse serait évidemment non. Mais il y a quelque chose sous ce rapport qui distingue la crise présente de toutes celles qui ont précédé, et la thèse serait que cette crise exprime comme aucune autre auparavant les contradictions du régime d'accumulation en vigueur et signale son arrivée aux limites. Alors, je veux dire, là, j'ai dit un certain nombre de choses qui font sûrement, qui marquent des différences conceptuelles avec Michel, je suppose, ou entre Michel et la théorie de la régulation. Donc, je ne suis pas sûr d'être le représentant le plus représentatif, par ailleurs, puisque la question, je ne sais pas si on en débattra ici, mais la question, c'est de savoir à quoi avons-nous affaire actuellement. Est-ce que, pour le dire en termes aristotéliciens, donc un peu pédants, est-ce que nous avons sous les yeux une entéléchie du capitalisme, c'est-à-dire sa pleine réalisation, son accomplissement parfait, donc ce que Michel appelle le pur capitalisme? Ou bien est-ce que, et ça serait une thèse régulationniste, nous avons affaire à une configuration du capitalisme qui ne jouit d'aucune saillance ou d'aucune dignité historique particulière. C'est une configuration après d'autres, avant d'autres, etc. Alors, c'est un débat théorique passionnant. Je ne suis pas sûr qu'il soit vital pour notre discussion d'aujourd'hui. Ça ne nous empêche pas d'avoir des éléments de diagnostic commun. Et en particulier celui que ce qui s'exprime dans la crise financière, ce sont les tendances profondes d'un capitalisme qu'on peut qualifier de capitalisme à basse pression salariale. Et alors, comme le capitalisme a besoin de débouchés intérieurs, c'est une thèse qui est en train de faire l'objet d'un assez grand consensus actuellement, je crois. On sait comment ce capitalisme a réglé ces deux problèmes. Il les a réglés par l'allongement du temps de travail et par le recours intensif au crédit. Et c'est ça qui est en train d'atteindre sa limite actuellement. Alors, il s'en déduit que si on prend cette proposition au sérieux, proposer un package de propositions de re-réglementation financière ne fait que la moitié du chemin. Ça, c'est tout à fait évident. Et ça ne nous fait pas du tout sortir de l'alternative. Un capitalisme à basse pression salariale, plus une structure financière un peu délirante, qui, sous certaines conditions,
nous livre quand même une croissance assez intense, inégalitaire, polarisée, tout ce qu'on veut, versus le même capitalisme à basse pression salariale, plus une finance réglementée, et qui nous donnerait alors pour le coup que de la croissance molle. Par conséquent, le vrai objectif, ça serait de reconstruire les structures mêmes de ce capitalisme pour le faire passer dans un régime de haute pression salariale avec croissance plus intense à la clé. Alors, je fais tout de suite ma propre autocritique parce que je vois venir les objections. Il y en a une qui consisterait à dire immédiatement oui, mais celui-là, il n'a pas compris grand-chose à la problématique de l'épuisement des ressources. La croissance forte, c'est pas la solution, c'est le problème, etc. Et une deuxième objection, qui ne serait pas très loin de la précédente, qui consisterait à dire oui, mais à haute ou à basse pression salariale, on est toujours dans le capitalisme. Or, c'est une question qu'on pourrait avoir envie de poser par les temps qui courent. Est-ce que ce mode de production est dépassable? Si oui, comment, etc. Alors, je vais réserver cette question à la suite du débat, parce que j'imagine qu'on en parlera, et je m'en tiens là pour la caractérisation de la crise, et j'aimerais dire très rapidement quelques mots sur les événements les plus récents. Moi, depuis le début, je plaide pour des plans d'intervention publique. Donc ça, c'est tout simplement parce que je considère que le risque systémique ne nous laisse pas d'autre choix. Mais il y a évidemment quelque chose d'insupportable dans ces plans. C'est qu'ils se présentent comme des packages d'aide unilatérales à la finance. Et ça, évidemment, du point de vue politique, c'est tout à fait intolérable. Donc il y a l'aide, mais il n'y a pas les contreparties. Et les deux gestes devraient être absolument simultanés. Il devrait y avoir le secours et la rétorsion. Donc en gros, d'une main, on tire la finance de sa merdouille, et de l'autre, c'est la paire de claques. Or, on voit bien que les pouvoirs publics sont extrêmement empressés pour le premier point, mais alors d'une formidable indolence pour le deuxième, en dépit de toute l'agitation sur les sommets divers et variés qu'on a annoncés encore ce week-end. Alors, ceci étant précisé, qu'est-ce qu'on peut dire des plans actuels? Eh bien, moi, il me semble que c'est la pire des solutions. Pour quelle raison? Parce que, d'une part, certes, le collapsus majeur nous a été évité, et ouf tout de même, mais d'autre part, malgré les sommes faramineuses qui sont investies par les budgets publics, on n'a absolument pas réglé la situation des banques, ce qui se voit au travers d'un certain nombre d'indicateurs techniques qui expriment les tensions dans le marché interbancaire, et ceci parce que finalement on n'a pas réglé le problème originel. C'est-à-dire il faut en revenir toujours au fait générateur, et le fait générateur c'est le surendettement des ménages, et en particulier des ménages états-uniens. Alors, moi, je crois que les formules actuellement en vigueur sont techniquement très très critiquables. Qu'est-ce que nous avons sur la table? On a le plan Paulson, qui est une structure de cantonnement. On a des plans européens qui sont des mixtes à base de garanties et de recapitalisation. Et moi, je pense qu'il y aurait une troisième formule à envisager, dont je suis vraiment étonné qu'on en parle si peu, alors qu'elle me paraît supérieure à toutes les autres. Et cette formule, ça serait une caisse de refinancement hypothécaire de la dette des ménages états-uniens, qui aurait plein d'excellentes propriétés. D'abord, ça lisse l'effort des finances publiques sur 20 ou 30 ans, c'est quand même mieux que de sortir 300 milliards d'un coup. Et deuxièmement, surtout, ça restaure la continuité des paiements sur la dette hypothécaire, donc ça ramène instantanément tous les titres pourris dérivés à leur valeur initiale, ou proche de leur valeur initiale. Donc ça reconstitue aussitôt les bases de capitaux propres, et à mon avis, ça dégèle dans l'instant les marchés du crédit. Mais en l'absence de ceci, qu'avons-nous? Je dirais que nous avons trop et trop peu. Nous avons trop peu puisque le vrai problème n'est pas réglé, donc on s'apprête à entrer dans une période de digestion des tensions financières qui va être très longue, et donc j'ai peur qu'elle soit affreusement douloureuse du point de vue économique et social. Et nous avons trop, paradoxalement, parce qu'on a reculé du bord du gouffre, mais du coup disparaissent toutes les incitations à prendre des mesures à la hauteur de la situation. Et enfin, c'est un point presque de sociologie politique. L'emprise des dominants est telle qu'il faut en arriver aux dernières extrémités pour que se forme la volonté politique de transformation radicale. Plus exactement, pour que la situation soit telle qu'elle impose d'elle-même ses propres réquisites. Alors, je termine en disant ceci, en reprenant les termes mêmes de ta question sur le territoire inconnu. Certes, nous entrons en territoire inconnu, mais il ne faut pas se méprendre sur la nature de l'inconnu en question. Je pense que c'est une inconnue fondamentalement politique. Et toute la question va être la suivante. Quelle va être la résultante des forces antagonistes entre les forces suivantes? Alors, premièrement, les forces de la conservation financière, qui sont là déjà extrêmement actives.
Deuxièmement, les forces de la souveraineté politique. Alors ça, c'est plus compliqué et plus intéressant aussi parce que il y a une logique de la souveraineté politique et cette logique prend de travers qu'on lui ait tordu le bras pour lui faire cette démonstration publique qu'il était finalement possible de sortir des centaines de milliards d'euros d'un coup. Donc là, je pense que les pouvoirs publics vont vouloir se venger de ça. Et en même temps, on sait très bien de quelle manière l'État est investi et poreux aux influences du capital, etc. Donc il va y avoir à l'intérieur même de l'appareil d'État une espèce d'arbitrage qui va être rendu, qui sera assez intéressant. Dernière chose enfin, les forces sociales du corps politique, puisque là, je pense que la crise aura laissé un impact tout à fait durable, et même deux. Le premier, c'est que est devenu common knowledge l'obscénité du gain financier, d'autant plus qu'elle est rapportée au fait que c'est le contribuable qui doit venir au secours. Et le deuxième point, c'est le fait que, à mon avis, ce qui explose de manière extraordinairement spectaculaire, c'est ce que j'appellerais les frontières de l'impossible. Voilà. On ne peut pas trouver 100 millions pour les profs. C'est un argument maintenant qui se répand comme une traînée de poudre dans la société. Et il est extrêmement bien fondé. On nous fait chier pour quelques milliards de déficit de la Sécu, mais 100 milliards d'euros pour les banques, instantanément. Et alors, du coup, là, les pouvoirs publics vont se retrouver à gérer ça. Et moi, je voudrais voir comment ils vont s'y prendre lors de la prochaine vague de manifestations et de revendications. Je veux dire, mais il va falloir qu'ils se débrouillent avec cet argument. Et très honnêtement, là, je pense qu'on va rigoler un peu, quoi. Je suis globalement d'accord avec ce que vient d'expliquer Frédéric. Mais peut-être deux, trois points. Bon, sur l'histoire du capitalisme d'aujourd'hui, est-il, disons, la réalisation parfaite du capitalisme? Bon, moi, l'idée, c'est qu'en déréglementant à la fois la sphère financière, le marché du travail, etc., on répond aux demandes du capitalisme qui vont dans le sens du meilleur fonctionnement possible vu de son point de vue, quoi. Et donc qu'on doit considérer que c'est un capitaliste qui réalise ses propres, disons, souhaits du point de vue du fonctionnement. Non, mais c'est... Alors, très rapidement, il y a peut-être un point de désaccord sur le fait que l'endettement des ménages soit le fait générateur. Moi, il me semble que, enfin, le fait générateur, c'est peut-être au fond le recul de la part salariale, de la part des salaires qui va aux revenus. Et le fait qui est important, c'est que le profit supplémentaire qui provient, disons, de ce recul salarial n'est pas investi, quoi. Cette particulière. Alors ensuite, il y a un débat pour savoir est-ce que c'est pas investi parce que la finance fonctionne, ce qui est une explication possible, ou bien plus fondamentalement, est-ce que c'est pas investi parce que d'une certaine manière, la satisfaction des besoins sociaux réellement existants n'est pas porteur d'une rentabilité jugée suffisante. Donc on préférait ne pas investir plutôt que de répondre avec des besoins auxquels sont associés des taux de profit insuffisants. Et dans ce cas-là, la sphère financière, comme on dit, est nourrie de ces profits non investis. Hein, et donc c'est l'espèce de masse de manœuvre possible, etc. Ensuite, sur le crédit, enfin l'endettement des ménages, il y a un modèle quand même particulier aux États-Unis, hein, où une espèce de super croissance a été tirée par une consommation plus rapide que, disons, la production. Et un des points peut-être qui est important dans la situation actuelle, c'est qu'on peut dire sans trop se tromper que ce modèle-là est cuit. Hein, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas redémarrer sur les mêmes bases. Bon, alors ensuite les conclusions. Et que, autre chose, il n'y a pas de modèle de rechange spontané qu'on puisse trouver spontanément, disons, compte tenu du rapport de force actuel. Ça voudrait dire, par exemple, aux États-Unis, qu'on mette fin aux inégalités sociales qui sont la contrepartie de ce type de modèle de croissance. Or, actuellement, le rapport de force n'est pas, disons, suffisant pour imposer ça. C'est pas porté par les options politiques, c'est y compris très moyennement porté, enfin très marginalement porté par le programme d'Obama. Donc là, on est dans une espèce d'impasse où il y a un modèle qui ne peut plus fonctionner et qui joue un rôle clé dans l'articulation de l'économie mondiale, mais en même temps, il n'y a pas de modèle de rechange très clair dans cette situation. Et dernier point peut-être, qui est un peu le suivant, c'est-à-dire, bon, effectivement, les réponses sont en termes politiques. C'est-à-dire, on pourrait dire, pour être régulationniste un petit peu, que
le modèle possible qui serait une espèce de retour au Fordisme, de forte pression salariale, etc., recentré sur les demande intérieure, où les revenus financiers seraient rétrécis comme il était dans les années 60 ou 70. Ce modèle sur le papier est envisageable, mais il n'est pas cohérent avec les rapports de force sociaux tels qu'ils existent. Et donc, on ne peut pas compter sur une espèce d'auto-réforme des classes possédantes, d'autant plus, et on ne peut même pas compter, je pense, sur une volonté de reséparer, comme le suggère Sarkozy dans son fameux discours de Toulon, le bon capitalisme entrepreneurial et le mauvais capitalisme financier. Parce qu'ils sont imbriqués d'une telle façon que c'est difficile de les démêler. Pour donner un exemple, quand on regarde les dividendes versés par les entreprises françaises, on s'aperçoit qu'elles en reçoivent aussi beaucoup. C'est-à-dire que même le secteur productif est lui-même complètement entrelacé avec le secteur financier. Et que la césure entre les deux, qui rendrait possible un retour à un capitalisme productif, etc., est de ce point de vue-là strictement impossible et strictement contradictoire aux intérêts des dominants. Pour moi, c'est plus des questions que de positions définitives. Mais bon, moi j'aurais une autre approche. Je pense que ce qui est en train de se passer là, aux États-Unis, maintenant en Europe et dans le monde, la question qui est posée, c'est si ce n'est pas un tournant historique majeur. Moi, je ferai plusieurs dimensions de la crise. Il y a une première dimension sur la longue durée. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais il y a un article de Wallerstein qui a posé le problème, c'est si on n'est pas arrivé à la fin de la phase, disons, récessive, d'une onde longue du système capitaliste. C'était déjà l'approche de quelqu'un comme Ernest Mandel, mais on peut s'interroger sur le fait que là, on heurte des limites historiques au système. Il y avait une phase d'expansion de l'après-guerre à la fin des années 70. On est rentré à la fin des années 70 dans une onde longue et récessive. Et là, on heurte ses limites. On a une instabilité systémique du système capitaliste mondial. En 15 ans, il y a eu 5 crises. La crise mexicaine, la crise asiatique, la crise russe, la crise de la bulle Internet, aujourd'hui les subprimes. Bon, et on parlait de la crise argentine, mais avec une grosse différence pour cette dernière, c'est que là, c'est le centre qui est touché, ce ne sont plus les crises périphériques, mais c'est le centre même du système capitaliste international. Donc on a une première dimension, une première discussion à avoir sur, dans la longue durée, est-ce qu'on n'a pas atteint là, justement, des limites, les limites de la financiarisation, les limites de la spéculation, et à partir de là, effectivement, le coût économique et social de cette crise-là est, disons, terrible. Avec un point d'interrogation, toujours dans ce cadre-là, c'est que si les échéances, les rythmes, les formes peuvent être différés ou non par le développement du capitalisme en Chine, en Asie. C'est-à-dire est-ce qu'il y a la possibilité, à partir de là, disons, d'un changement de modification de cette onde longue à partir de ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire est-ce que le marché chinois, dépendant du marché mondial, va être entraîné dans la crise, où il y a des marges à partir de la création ou pas d'un marché chinois intérieur. Point d'interrogation là-dessus. Mais ça, c'est une première dimension, c'est-à-dire la fin disons, en tout cas, la fin d'une onde longue, disons, récessive. Ce qui ne veut pas dire une vision catastrophiste ou le fait qu'il y a un capitalisme sans issue ou la crise finale. Non. Tant qu'il n'y a pas d'alternative, le capitalisme peut se relancer, retrouver d'autres marges, etc. Et ça, c'est le premier point. La deuxième dimension, c'est le changement, c'est effectivement la crise du modèle néolibéral. Je crois que là, on arrive effectivement par rapport à ce modèle néolibéral basé sur l'endettement des ménages et le déficit commercial aux États-Unis, avec une réévaluation du dollar à une limite de ce modèle-là. Ça, c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est les changements de rapport de force à l'échelle internationale, c'est-à-dire la perte de l'hégémonie financière américaine. Et puis, qu'est-ce que ça traduit sur le plan des rapports de force à l'échelle mondiale entre l'Inde, la Chine, les pays émergents et, disons, les États-Unis d'Amérique? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y en a pas, disons, une tendance à changer le centre de gravité de l'économie mondiale? Bon, quatrième dimension, c'est la coïncidence de cette crise avec le changement historique du mouvement ouvrier, c'est-à-dire qu'on arrive là aussi, d'un certain point de vue,
à la fin tout un cycle historique du mouvement ouvrier, des formes d'organisation du mouvement ouvrier apparues fin du 19e, début du 20e siècle, et se pose le problème d'une reconstruction, d'une réorganisation, non seulement du mouvement ouvrier, mais du mouvements sociaux, etc. Donc quatrième dimension, et cinquième dimension, c'est la conjonction, là, pour la première fois, avec cette dimension-là, de la crise économique et de la crise écologique et climatique. Là, on a un combiné, pour la première fois, en tout cas à ce niveau-là, dans l'histoire de l'humanité. Donc ces 5 dimensions, moi, disons, me pousseraient à réfléchir, à travailler sur un changement historique substantiel à l'échelle planétaire. Alors, on a plus d'éléments pour voir ce qui finit que pour voir ce qui commence. Bon, et là, il faut y compris un certain temps pour voir exactement ce qui commence. Mais je pense que c'est la force de ce qui est en train de se passer là doit nous conduire à réfléchir plus dans ces termes-là aujourd'hui. Le point d'accord, je pense, c'est l'idée qu'on assiste là à une crise du modèle d'accumulation néolibérale ou à dominante financière, pour prendre les termes de Frédéric. Bon, que la racine de cette crise vient du fait qu'il y a eu un partage de la richesse produite de plus en plus inégalitaire au détriment des salariés, et que, combiné à une financiarisation de l'économie décidée politiquement à un moment donné sur la base de rapports de force défavorables. Bon. Et que ça a entraîné le fait qu'une stagnation de l'investissement et pour faire en sorte que la consommation des ménages continue, une augmentation du temps de travail et un processus croissant d'endettement qui est arrivé aujourd'hui à ses limites. Bon. Une fois ça dit, je pense qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent. Bon, le problème, c'est que, le premier problème, à mon avis, c'est que cette crise du modèle d'accumulation, quel impact elle va avoir sur les classes dominantes. Quelles leçons vont tirer les classes dominantes de cette affaire? Et ça, c'est pour moi un grand point d'interrogation, parce que si on regarde, par exemple, ce qui est une crise qui était quand même assez comparable, même avec des différences énormes, enfin, qui à mon avis était assez comparable qu'à la crise de 29, ça a pris quand même beaucoup de temps avant que un certain nombre de leçons soient tirées. Et quand on regarde ce qui était le programme de Roosevelt du New Deal dans sa campagne électorale, c'était rien du tout. Enfin, il n'y avait rien. Bon, et donc je pense que déjà de ce point de vue-là, il faut être très prudent quand on fait des pronostics sur ce que vont faire la nouvelle administration américaine, si c'est Obama qui l'emporte, ce qui est d'ailleurs loin d'être fait au vu des derniers sondages, etc. aux États-Unis. Bon. Mais donc là, il y a un point d'interrogation qui est pour moi très important, c'est-à-dire la façon dont les classes dominantes réagiront, ce qui n'est pas évidemment sans en rapport avec le deuxième point d'interrogation, qui est la capacité des mouvements sociaux, des salariés en général, à peser sur ces débats-là. Parce que si on regarde aussi ce qui s'est passé pendant cette période-là, on voit que c'était quand même des périodes de convulsions sociales très importantes, qui ont abouti à la Seconde Guerre mondiale. Personne ne peut souhaiter que la situation se reproduise, mais en tout cas, c'était une situation qui était explosive, y compris du point de vue des classes dominantes. Bon, ce qui est évidemment loin d'être le cas aujourd'hui, dans lequel, pour le moment, la crise est gérée assez tranquillement, en dehors de mouvements sociaux assez forts qui sont capables d'intervenir, de peser sur les contradictions, etc., et qui, à mon avis, est l'élément clé pour faire évoluer les choses d'une façon ou d'une autre. Bon. Troisième élément, la troisième interrogation, qui est l'impact de cette crise sur l'hégémonie américaine. C'est-à-dire, est-ce que là, on sait que le capitalisme, historiquement, a toujours fonctionné avec une puissance qui était une puissance hégémonique. Et que, par exemple, la crise des années 30 a été aussi le passage d'une hégémonie à une autre. L'hégémonie de la Grande-Bretagne à l'hégémonie des États-Unis. Bon. Est-ce que là, on se trouve dans une situation qui est la même situation, ou, au contraire, est-ce que les États-Unis vont se servir de cette crise, comme ils ont été toujours capables de le faire historiquement, pour renforcer leur hégémonie, en faisant payer cette crise par les autres? Bon. Et là, c'est les points d'interrogation. Mon pronostic, mais qui est un pronostic qui vaut par ailleurs, comme tout pronostic, c'est que les États-Unis sont quand même en bonne situation pour faire payer leur crise par les autres. Tout simplement parce que, il n'y a pas de puissance aujourd'hui économique capable et politique et militaire, parce que tout ça fonctionne ensemble, dans le cadre d'une hégémonie capable aujourd'hui de prendre le relais.
c'est ni l'Europe, malgré le fait qu'elle se soit plutôt bien comportée par rapport à ce qu'on pouvait attendre dans la période actuelle, au-delà du contenu même des plans qu'elle a mis en avant, mais du point de vue strictement de son rapport de puissance aux États-Unis. Et c'est ni l'Europe ni la Chine, encore moins l'Inde et le Brésil qui peuvent prendre le relais. Donc, et d'un point de vue financier, on voit bien que toutes ces puissances sont pieds et poings liés à la puissance américaine. D'ailleurs, on va le voir avec le fait que le plan américain va être financé par les bons du Trésor américain qui vont être mis en vente sur les marchés financiers. Est-ce qu'ils vont être achetés ou pas par la Chine? Et là, il y aura à un moment donné la vérité des prix. Sur le fait, est-ce que la Chine choisit l'affrontement politique avec les États-Unis, quitte à en payer le prix financier considérable, vu ce qu'elle possède en dollars, puisque la Banque centrale chinoise possède en dollars ou pas. Et à mon avis, je pense qu'ils rachèteront des bons du Trésor qui n'ont aucun choix de faire autrement. Et donc, les États-Unis vont être capables, à mon avis, d'utiliser leur propre faiblesse pour renforcer leur hégémonie. C'est plutôt mon pronostic, mais je peux tout à fait me tromper. En tout cas, il y a là une question qui est une question importante. Donc, pour moi, c'est vraiment les trois questions qui sont les questions assez centrales et qui ne sont pas sans rapport évidemment les unes avec les autres. Sur est-ce qu'on est à la fin d'une onde longue très récessive pour répondre à ta question, je pense que là aussi, si on fait un peu d'histoire, on voit que s'il y a une fin d'une onde longue récessive, ça veut dire qu'on serait à la veille d'une onde longue expansive, ce qui est quand même tout à fait discutable. Et en tout cas, l'analyse de Wallerstein que j'ai lu son papier sur la fin du capitalisme. Franchement, je pense que ça ne tient pas la route 30 secondes, pour dire les choses franchement. Je veux dire, la chaîne a écrit des choses très intéressantes sur plein de sujets. Mais là, je pense qu'il y a à côté du sujet. Et pour une raison d'ailleurs, qui est une raison que tu as évoquée, d'ailleurs, c'est le fait que pour que ce soit la fin du capitalisme, il faut qu'il y ait des gens qui la battent. Il n'y aura pas d'effondrement du capitalisme, etc. Donc je pense que quand on regarde historiquement les choses, on voit que malgré tout, c'est un système qui est un système extrêmement flexible et qui a été capable de transformation très importante. Et ce système s'est transformé en grande partie parce qu'il y a eu des mouvements sociaux qui l'ont forcé à se transformer. Le capitalisme du XIXe siècle, de la régulation concurrentielle, et le capitalisme fordiste, c'est également deux capitalismes qui sont radicalement différents. Ils sont radicalement différents en partie parce qu'il y a eu des mouvements qui ont été capables de peser sur ces évolutions. Le problème pour nous, c'est que, pour le moment, il n'y a aucun mouvement capable, même de façon, on en reviendra peut-être tout à l'heure, de façon extrêmement minime, de poser des alternatives qui soient des alternatives socialement porteuses et qui soient de réelles alternatives au sens où, même si on pouvait discuter sur le contenu que ça pouvait avoir, le communisme pouvait être une alternative à la fin du XIXe siècle au XXe siècle. Aujourd'hui, il n'y a pas le début du commencement de ça. Ce qui est un des problèmes qui nous est posé, à mon avis. Autant je serais prêt à partager ton avis, Pierre, à disons un relativement court terme, autant sur un horizon temporel plus lointain, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec toi pour la raison suivante. C'est que les contradictions du capitalisme à basse pression salariale, qui est là, je suis complètement d'accord avec Michel évidemment, prennent leur origine en premier lieu dans les déformations du partage de la valeur ajoutée. Ces contradictions frappent au premier chef l'économie américaine. De sorte que, à supposer même qu'on parvienne à maintenir au travers de la crise les structures de la finance américaine plus ou moins dans l'état où elles sont actuellement, c'est-à-dire avec une re-régulation minimale, etc., etc., il n'en demeure pas moins que la condition de soutenabilité, plus exactement de prolongement de la croissance américaine, à savoir la poursuite indéfinie de l'endettement des ménages, va finir par buter sur une limite absolue. Donc, il y a de la marge, puisque le taux d'endettement des ménages américains c'est 120%, celui des ménages anglais c'est 140%. Donc on a 20 points devant nous, donc on peut y aller. Mais au bout d'un moment, la limite sera atteinte.
de l'instant où cette limite sera atteinte, il est évident que la croissance ne trouvant plus son relais, elle va considérablement ralentir, et que la croissance faible, ça fera comme dans tous les pays, ça fera une augmentation du taux de chômage. Or, de ce point de vue, là, il y a une réticence de la société américaine au taux de chômage, me semble-t-il, à l'heure actuelle, qui est l'équivalent de la réticence de la société allemande pour l'inflation, et ce qui devrait conduire les autorités américaines à manier ce qui leur reste d'instruments de politique économique de manière encore plus vigoureuse que par le passé, et toutes les tensions vont se totaliser dans l'ultime degré de liberté de la politique économique, qui est en gros, on va dire, l'attractivité financière et monétaire du territoire américain, avec le double risque, d'une part, de rendre la dette publique insoutenable, et d'autre part de renverser la croyance dans laquelle se trouve installé le dollar, c'est la croyance qui fait d'ailleurs son statut de devise clé ou de monnaie dominante, et si ceci arrivait, alors effectivement là la contradiction serait complète, c'est-à-dire croissance faible, sous-emploi, et disparition des degrés de liberté de la politique économique qui permettent d'accommoder ça. Donc en fait, moi, à plus long terme, je pense que l'hégémonie états-unienne est sur la pente descendante irréversible, et que effectivement, on n'est qu'en attente d'un candidat de substitution qui n'a pas encore pleinement émergé. Bon, suivez mon regard, on voit tous où ça pourrait être. Et qui est, voilà, c'est pas encore, le remplaçant n'est pas encore mûr, quoi. Mais dès qu'il le sera, il raflera la mise, à mon avis. Donc je les vois pas bien partis quand même à moyen long terme. Sur la fin de la fin de l'onde, c'est pas une fin c'est justement, c'est une fin qui peut durer et qui peut durer longtemps. Et il n'y a pas effectivement de nouvelles ondes, de nouvelles phases expansives ou nouvelle onde longue expansive qui s'annonce. D'abord, en général, il faut des facteurs exogènes. Bon, c'est pas par le strict mécanisme économique, il faut qu'il y ait un événement majeur qui intervienne. Alors, ça peut arriver, pour le moment, on ne le voit pas. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on a je pense que, l'ampleur de la crise du modèle, combinée à toute une série d'autres crises, montre les limites historiques d'un système capitaliste du système capitaliste libéral émergent des années 70-80. On atteint ces limites-là. Bon, alors bien entendu, comme toujours, s'il n'y a pas d'alternative, s'il n'y a pas de solution, il peut y avoir des rebondissements, etc. Mais entre-temps, le coût est terrible, et surtout, c'est des périodes, c'est ça le problème, c'est que c'est pas des périodes stables. Il va y avoir une instabilité systémique, un chaos même dans certains politiques, dans certains pays, qui change un peu la donne, qui change un peu la situation. C'est-à-dire que les capacités à contrôler, à maîtriser, à stabiliser les situations politiques et sociales vont s'en trouver discutées. Et la deuxième question, c'est par rapport à la question de l'hégémonie. Moi, je pense qu'il faut être effectivement tout à fait prudent, parce que comme tu dis, il y a l'aspect global. Mais quel est le problème? C'est que le capitalisme américain, le système américain est devant un problème, c'est le décalage entre son affaiblissement économique et financier, et puis sa force militaire. Et ça, c'est un problème, c'est un dysfonctionnement dans la situation politique internationale. Parce que à la base de ça, il y a quoi? Il y a des aventures militaires, il y a des conflits interimpérialistes. Parce que quelle est la situation? C'est justement des Américains qui se disent on a les moyens politiques militaires pour faire payer, mais avec l'affaiblissement économique, le fait de ne pas pouvoir le faire comme si ils étaient en bonne santé économique, en croissance, ou en bonne situation. Donc, ça ne veut pas dire, moi je pense que les Américains la puissance américaine va essayer de prendre des initiatives, l'affaire géorgienne est une indication de ça. Mais ça se traduit comment? Ça se traduit par quand même un recul en Géorgie, le bourbier irakien, le bourbier afghan, les limites d'intervention en Amérique latine. Il y a un affaiblissement net des capacités non seulement économiques, mais politiques et politico-militaires d'un président américain. Donc c'est pour ça que, il y a une série d'éléments comme ça
qui montrent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors les choses se font pas, c'est progressif, il y a des tendances et des contre-tendances, mais quand même, en gros, le monde du consensus de Washington se termine, quoi. Se termine. Bon, et avec tout ce que ça implique derrière du point de vue du cadre général. Hein. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'ensuite on rediscutera d'une autre question sur les politiques libérales et les leçons que tirent les classes dominantes et comment avancer. Mais... Premier point, je crois quand même que c'est une débâcle idéologique du discours néolibéral, enfin et il faut vraiment appuyer là-dessus, quoi. C'est-à-dire non, la finance n'est pas le moyen optimal d'allouer les ressources, non, la mondialisation n'est pas un moyen de développer de manière disons, universelle la planète. Bon, il y a toute une série de points sur lesquels il faut insister, notamment sur le rôle de l'État, c'est-à-dire non, l'intervention de l'État n'est pas un mal absolu, n'est pas le problème, comme dirait Reagan. Donc, bon, il faut vraiment appuyer là-dessus parce qu'il y a une espèce de déconsidération des discours. Il y a certains qui sont difficiles à mener aujourd'hui. On en parlait avec Frédéric avant. Il y a tout un travail de mise en perspective de ce qu'il disait il y a 1 an ou 2 ans avec ce qu'ils sont obligés de dire aujourd'hui. Donc, ça, c'est pas, enfin, ça change rien à la situation matérielle des gens, mais c'est important pour la suite d'appuyer là-dessus et de tirer le bilan, disons, de cet échec. Alors, deuxième point, alors, là on entre déjà plus dans la critique de ces discours qui redécouvrent les bienfaits de la régulation. C'est qu'il faut voir que dans les plans de sauvegarde qui ont été mis en place, il n'y a aucune contrepartie de type régulation. Et ça, il faut vraiment l'expliquer. C'est-à-dire que, par exemple, dans le plan européen qui a accouché un peu difficilement, mais c'était vraiment l'occasion idéale pour y inscrire à titre de compensation des sommes qui sont allouées au système bancaire, d'y mettre 2-3 trucs significatifs. Et même ça, ils ont été incapables de le faire. C'est-à-dire, sans tout re-réglementer, mais mettre en contrepartie un certain nombre de... Pardon ? Un droit de regard, bon, d'abord sur la manière dont va être utilisé l'argent, ça je vais y revenir, mais non, simplement des règles du genre, bon, à partir de maintenant, la titrisation, les produits dérivés, je comprends toutes ces techniques, sont interdites, les transactions avec les paradis fiscaux sont interdites ou contrôlées, comme enfin, ça fait partie des mesures que met en avant Frédéric. Bon, ce genre de mesures pouvaient être prises et associé à ce plan. Bon, et alors du coup, comme elle n'existe pas, et d'ailleurs on pourrait dire la même chose sur le plan Paulson aux États-Unis, comme elle n'existe pas, ce qui est en train de monter, c'est une espèce de défiance de masse qui repose sur l'idée tout pour les banques, rien pour tout ce qui est essentiel aux gens, les salaires, l'emploi, les budgets sociaux, etc., la sécurité sociale, comme Pierre le rappelait tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est une espèce de mise à nu des véritables priorités de ce système, c'est-à-dire qu'on voit clairement, et je pense que, bon, pour prendre un exemple, il y a une espèce d'obscénité dans tout ça. Hein, c'est-à-dire que quand on rapproche, par exemple, les objectifs du millénaire, hein, qui sont des 10 objectifs visant à éradiquer la pauvreté, à garantir l'approvisionnement en eau potable de la planète entière. Quand on regarde les sommes, alors on peut discuter de l'évaluation, mais l'ordre de grandeur est là, sur 10 ans jusqu'en 2015, puisque l'objectif est 2015, sur 10 ans, les sommes cumulées qui sont prévues pour couvrir ce type d'objectif sont équivalents à ce qui a déjà été, disons, pas injecté, mais ouvert comme ligne de crédit, aussi bien sur le plan Paulson que déjà les rachats de banques, le sauvetage de Freddie Mac et Fannie Mae, les grandes institutions aux États-Unis. Donc il y a ce sentiment-là qui apparaît. Bon, troisième point, alors en termes plus politiques, il y a une véritable déstabilisation du social-libéralisme. Parce que d'une certaine manière, le social-libéralisme apparaît à la remorque de ce discours. Là, bon, Ségolène Royal et Fillon disant le même genre de choses, et sont suspects de la même manière de ne pas avoir mis en pratique
ceux qui redécouvrent maintenant, et de ne pas être en capacité de le faire. Parce que je pense que ce qui est, disons, le point d'équilibre des politiques possibles, il me semble qu'il n'existe pas au niveau d'un programme de type social-démocrate. Soit on s'aligne sur la finance et on fait des aménagements très marginaux, et de ce point de vue-là, la droite et le social-libéralisme, le PS, se retrouvent, ne se distinguent pas fondamentalement, sinon sur les rythmes, mais ne se distinguent pas qualitativement. Et les autres vraies remises en cause du système, appelons-la comme on veut, une capitalisme financiarisé, suppose un point d'équilibre, enfin disons un degré de rupture avec les règles du jeu, qui est bien supérieur avec ce que les partis sociodémocrates veulent considérer comme un horizon politique possible. Donc il y a, disons, un vide qui est créé par rapport aux options possibles, et un défi qui est de recréer une proposition politique large, mais qui soit ajustée au degré de rupture. C'est-à-dire que l'idée qu'en régulant un petit peu les choses, d'abord qu'ils vont le faire, et que même s'ils le font, ça va changer qualitativement la manière dont ça fonctionne, est une idée qui est à mon avis, totalement illusoire. Alors, dernier point, il me semble qu'il y a deux choses sur lesquelles on peut rebondir et, disons, contribuer à dessiner une alternative qui soit assez radicale. Bon. Le premier point, c'est celui de l'idée de nationalisation. Bon. Alors, évidemment, leurs nationalisations à eux sont partielles, provisoires. L'idée, c'est de renflouer en prenant des participations dans les banques, et puis une fois que c'est renfloué, on remet au privé, en prétendant que ça rapportera aux contribuables qui auront une petite part de la plus-value de l'opération. Bon. Donc c'est des nationalisations absolument bidons, sans même les contreparties, comme je disais tout à l'heure, qui pourraient être élémentaires à l'occasion de ces prises de participation. Et il me semble alors que ça permet de revaloriser l'idée de nationalisation. Là, et Cédric citait, je ne sais pas quel économiste, Hutter, là, qui remettait en cause l'idée même d'une propriété privée sur les institutions financières. Et c'est le moyen de mettre en avant l'idée que le crédit n'est pas une chose absolument inutile, etc., dans le fonctionnement d'une économie qui reste marchande. Mais les assurances également, qui sont tout à fait concernés par la débâcle, le maelstrom actuel, sont des institutions qui remplissent fondamentalement un service public. Et donc, et même en poussant les choses un peu plus loin, pas par souci de faire la surenchère, mais par souci de cohérence, le seul moyen strict de contrôler ce qui va se passer dans la sauvegarde des banques, c'est une nationalisation intégrale. Bon, parce que chaque fois qu'on nationalise, dès qu'il y a un secteur qui n'est pas nationalisé ou qui ne l'est que partiellement, on crée les variables de fuite qui permettront de renvoyer sur les pouvoirs publics, sur l'argent public, tout ce qui est pourri, toxique, pour reprendre les expressions. Bon. Et donc là, il y a l'occasion de reconstruire cette idée-là avec une dimension qui est importante, mais qui correspond à l'état d'esprit, disons, plausible je ne peux pas parler place des gens, mais on voit bien cette idée, c'est que c'est notre argent, hein, c'est l'argent public, hein, et c'est l'idée qu'il faut contrôler la manière dont il est utilisé. Et donc ça permet aussi de nourrir l'idée d'une nationalisation qui ne soit pas une répétition du crédit lyonnais, etc., mais qui soit le moyen, non pas un moyen en tant que tel, mais qui soit, pas un instrument en tant que tel, un but en soi, mais qui soit le moyen qui permettent à la société d'exercer un vrai contrôle, une vraie maîtrise sur ses priorités, et donc sur notamment l'affectation du crédit. Et donc ça, c'est des idées qui, compte tenu de la crise, apparaissent plus actuelles et répondant à un certain nombre de problèmes et de questions qui sont posées par les incertitudes ouvertes par cette crise. Bon, et la deuxième idée sur laquelle, il me semble, on peut s'appuyer, qui renvoie à cette idée sur laquelle, bon, apparemment, il y a consensus, c'est-à-dire qu'au fond, la base, disons, de la financiarisation et de ses dérives, c'est le recul des salaires. Cette idée-là, c'est une idée simple, c'est-à-dire, il n'est pas admissible que l'année prochaine, les entreprises continuent à payer des dividendes et que pour pouvoir le faire,
elles invoquent une austérité nécessaire, un nouveau blocage des salaires, ou qu'elles continuent qu'elles licencient en expliquant que c'est la crise. Et donc, il faut réfléchir, il me semble, sur des propositions qui frappent, enfin, qui, traitent le problème à la source, si on peut dire, et qui mettent en œuvre un contre-transfert des dividendes vers les salaires ou vers les budgets sociaux, enfin, salaires pris au sens très large, c'est-à-dire qui cherchent à dire, pour sortir réellement de cette situation, la situation dans laquelle on se trouve, il faut modifier fondamentalement la répartition des revenus. Bon, et d'une certaine manière, pour reprendre un peu la discussion précédente, au fond, c'est aussi une issue par rapport au déséquilibre de l'économie mondiale. C'est-à-dire que la vraie issue, mais alors on ne sait pas à quel terme elle va se concrétiser, c'est le recentrage de l'économie chinoise sur la satisfaction des besoins domestiques par une espèce de montée du pouvoir d'achat, des budgets sociaux, etc., qui ne soient pas aussi inégalitairement répartis comme ça l'est de manière tout à fait spectaculaire. Donc ça fait partie de la réponse, et ce qu'il faut dire, bon, ce qu'on peut dire aussi, et ça, on ne voit pas les contre-arguments par rapport à cette chose-là, pour revenir sur des questions plus techniques. Ce qu'ils sont en train de faire, avec les plans de sauvegarde tels qu'ils sont conçus, c'est de fabriquer les munitions pour une prochaine bulle, quoi. Il y a plein de gens qui disent ça. C'était le reproche qu'on avait fait à Greenspan au moment de sa gestion au lendemain de sa gestion de la bulle Internet. Et là, on peut dire, puisque rien ne change, puisqu'aucun élément de réglementation n'est réintroduit à cette occasion, ce qu'on est en train de fabriquer en sauvant le système, etc., c'est de fabriquer, d'alimenter de nouveau une nouvelle bulle, et donc on risque d'aller de bulle en bulle. Et en dernier point, qui rebondit aussi sur la discussion précédente, il y a une autre tendance qui va apparaître et qui se dessine déjà au niveau européen. C'est une tendance au chacun pour soi et à la volonté de répondre aux effets de cette crise par un aiguisement, disons, de la concurrence, en essayant de reporter par les exportations la charge, disons, de cette crise, puisque la solution, disons, d'un rééquilibrage interne dans la répartition des revenus, donc entre demande intérieure et exportation, est évidemment exclu. Bon, et au niveau de l'Europe, il y a eu des aspects qu'on a mis en avant sur le fait qu'il y avait une réponse, disons, unifiée, une réaction unifiée, qui a eu du mal à accoucher, mais qui est extraordinairement limitée. C'est-à-dire que l'absence de réglementation nouvelle, le refus d'un plan de relance coordonné au niveau européen montre que derrière cette unité de façade et d'urgence, il y a la volonté de chaque État, derrière lequel les capitaux ont tendance à chercher une certaine protection. Ça va être chacun pour soi, et donc l'Europe va vers une espèce de crise qui repose sur deux choses. D'une part, ces institutions ont volé en éclats, c'est-à-dire c'est pas les institutions européennes qui ont réagi, c'est un collectif d'États intervenant comme tel. La Commission européenne était complètement en dehors du coup. La Banque centrale a été obligée de renoncer à son dogme sur la gestion de son taux d'intérêt. Au dogme de son indépendance. Oui, voire tricher à côté des gouvernements, c'est vraiment bon. Absolument. Et le pacte de stabilité est mis entre parenthèses jusqu'à des jours meilleurs. Donc il y a ça. Et encore une fois, l'idée qu'il y a un fractionnement qui existait déjà, notamment dans la période récente, l'Allemagne a gagné des parts de marché sur les voisins, etc. Enfin, il a tout fait pour ça. Et là, on est dans une période qui va être une période, et on va dire ça au niveau de la planète, qui va être une période de tendance à l'hyper-concurrence et à rejeter, c'est tu le disais sur des États-Unis, à rejeter c'était François, je ne sais plus, à rejeter sur le reste du monde les tensions externes, et donc à aller vers des solutions, comme disaient les économistes, non coopératives, c'est un euphémisme. Alors, je ne sais pas dans quel ordre... Moi, j'ai bien réfléchi sur la question de l'hégémonie libérale, enfin néolibérale, parce que quand on parle de cette affaire, à mon avis, il y a deux choses un peu différentes. C'est-à-dire que je pense pas que je parle de la situation avant crise.
qu'il y avait une hégémonie de l'idéologie néolibérale dans la société, enfin dans les sociétés. Bon, je pense qu'on n'était plus du tout dans la situation, disons, ce qu'on peut appeler la décennie glorieuse du libéralisme, qui était 80-90, hein, bon, où là, il y avait une idéologie à l'offensive, après la chute du mur, avec l'idée que la concurrence et la privatisation allaient faire le bonheur de l'humanité, et que tous ceux qui pensaient le contraire étaient au mieux des archaïques et au pire des soutiens du totalitarisme soviétique. Bon. On n'était plus du tout, même avant la crise, dans cette situation-là. Je pense qu'il y a eu une rupture au milieu des années 90. Donc politiquement, le symptôme a été la montée du mouvement intermondialiste, les grandes manifestations qu'on a eues autour de ça, et où, je veux dire, ces idées ont été très largement battues en brèche. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'il y avait des alternatives assez crédibles et des changements de rapport de force pour permettre de les imposer, ce qui est notre discussion. Mais je pense que d'un point de vue idéologique, il y a eu des brèches très importantes qui ont été mises à l'idéologie néolibérale à partir du milieu des années 90. Bon. Par contre, dans les classes dominantes, et ce qui est une autre question, dans le milieu des économistes classiques, enfin dominants en tout cas, ou dans les médias, etc., cette idéologie est restée dominante. Bon. Et c'est ça qui est remis en cause aujourd'hui. Et c'est ça qui en prend un coup très fort aujourd'hui, parce que ça, c'est vrai, c'est ce qu'a dit Michel, il y a des débats intellectuels considérables qu'on voit avec tous les reniements de gens qui avaient dit exactement le contraire. Bon, la caricature, à mon avis, étant d'ailleurs Delanoë, qui ne s'est pas exprimé là, mais qui, en plein milieu de la crise, au début de la crise des subprimes, commençait à dire qu'il faut être libéral. Bon, c'est-à-dire qu'il avait pas vu ce qui allait se passer. Mais bon, ça c'est vrai. Mais ensuite, le reste, à mon avis, les conséquences maintenant de cette affaire-là vont dépendre pour beaucoup de la profondeur de la crise. C'est-à-dire que si les choses se stabilisent plus ou moins à ce qu'ils espèrent, je pense qu'en fait, ça sera plus changé pour que rien ne change. Voilà, ça sera, à mon avis, ça qui va se passer. Bon, alors, il y aura des trucs à la marge qui sont faits, ils laisseront plus les conneries continuer comme ça a été. Ça, à mon avis, cette phase-là est finie, mais ils en changeront le moins possible. Si par contre, ce qui est quand même le plus probable aujourd'hui, il y a quand même une crise qui s'approfondit, une instabilité qui s'installe, une récession qui est en train de s'amorcer, c'est qu'elle aussi s'installe, les choses changeront de façon beaucoup plus importante et les évolutions seront beaucoup plus importantes. Bon. Et là, ça renvoie évidemment à la question des alternatives. Alors, on en discutera tout à l'heure, mais simplement deux mots par rapport à ce qu'a dit Michel. Je pense qu'on a un problème sur la question des alternatives. Qui est sur ce que nous défendons. Parce que nous sommes encore quand même très marqués par la façon de ce que nous avions dans la période antérieure. Et à mon avis, c'est ça le problème. Peut-être on discutera ça tout à l'heure. Je pense que quand on regarde globalement ce que les uns et les autres en avancent, peut-être des choses différentes, etc. Mais moi j'y bouge attentivement. En fait, on est quand même dans du keynésianisme très radical, pour le mieux. Alors plus ou moins radical suivant les gens. Enfin, fondamentalement, c'est quand même ça la matrice commune de ce qu'on raconte. Et je pense qu'il y a un problème. Alors je ne dis pas que qu'il ne faut pas faire ça. Je pense que c'est tout à fait indispensable de faire aujourd'hui, et d'autant plus indispensable que de toute façon c'est refusé massivement par nos adversaires. Donc, raison de plus pour le faire et ne pas s'en priver. Mais je veux dire, il y a quand même des problèmes. Alors, si on prend la question des nationalisations, je pense qu'on ne peut pas avancer cette question-là sans faire le bilan des nationalisations intérieures et avancer des alternatives en matière de socialisation. Parce que le fait qu'on ne peut pas simplement nous dire c'est le retour de l'État et c'est à l'État maintenant de s'occuper de l'intérêt général, etc. Parce que de toute façon, l'État, c'est quand même l'État de la classe dominante. Et ça l'a toujours été. Même si c'était un État social, où on avait pu imposer un certain nombre de choses, etc. Donc là, je pense qu'il y a on discutera peut-être plus profondément tout à l'heure sur cette question-là. Sur l'Europe, je pense que, par rapport à ce que tu as dit, Michel, les choses ne sont pas faites, même s'il y a des facteurs très importants qui poussent à l'éclatement, mais qui poussaient à l'éclatement dès le début, ce qu'on avait vu sur la question de l'euro, ce que les uns et les autres on avait dit à propos de Maastricht, où il y avait des... mais les choses ne sont pas faites, parce que je pense que là aussi, il y a quand même le bilan de 29 quand même a été tiré
hein, sur les conséquences du chacun pour soi, la logique de l'affrontement, etc. Même s'il y a des éléments très présents aujourd'hui. Bon, à mon avis, d'ailleurs, l'élément le plus inquiétant dans l'affaire est en Allemagne. Hein, bon. C'est-à-dire que la politique qu'ils ont menée avant la crise, qui était bon, qui ont fait payer au reste de l'Europe, hein, bon, le fait qu'ils avaient reconstitué, bon, par une austérité salariale très forte, leur marge exportatrice. Bon, ça c'est clair, mais en même temps, bon, je pense que la compréhension du fait qu'il y a quand même une nécessité d'un minimum de coopération si on ne veut pas aller à la catastrophe, bon, je pense que ça c'est quand même bon, bien présent. Hein. Et alors qu'on pouvait penser que au niveau européen, après la première action de l'Allemagne, il allait avoir des affrontements extrêmement durs, pas de plan européen, ils ont quand même réussi à se mettre d'accord. Bon. Même si c'est un plan à minima, tout ce qu'on veut, mais il y a quand même, bon, je pense, des choses qui sont passées qui était quand même difficilement imaginable. Hein. Le fait que la Commission européenne soit totalement marginalisée très rapidement, que les principaux États s'entendent entre eux, qu'on mette la Banque Centrale Européenne à la niche, bon, quand même tout ça s'est fait à une rapidité très forte. Bon, et qui montre qu'il y avait quand même une conscience du danger, et du fait que, bon, face à ce danger, il fallait quand même un minimum se serrer les coudes, même si bon, il y avait des contradictions qui subsistaient. Moi, c'était pour rebondir sur une chose, c'est ce que disait tout à l'heure Frédéric, et j'étais hier à la... Bon, sur les alternatives, on discutera plus tard, hein, mais j'étais hier à la manif enseignante. Il y avait une banderole, et c'est un mot concentré de ce qui est en train de changer. C'était, si l'école était une banque, il n'y aurait plus de problème de financement et d'argent pour l'éducation. Voilà. Et cette idée-là, c'est une idée qui va faire son chemin. Absolument. Et c'est une idée qui va nourrir des dizaines et des dizaines de petits, de moyens ou de grands conflits, j'en sais rien. Le site de Ligue de classe, ça, je pense qu'on n'a pas tous les éléments pour savoir quelles vont être les réactions sociales, etc. Mais dans la conscience, là c'est pas la débâcle des élites, du point de vue de la masse, il y a quelque chose qui s'est noué là. Alors je suis d'accord avec toi, il y avait un contexte de rejet du libéralisme entre guillemets. Mais cette crise-là provoque une rupture sur ce plan-là, et je pense que bon, pour les anticapitalistes divers et variés, il faut jouer à fond là-dessus et tirer toute l'argumentation qui est portée par cette question-là. Donc ça, on va le voir sur les alternatives, mais je pense à quelque chose là qui s'est joué. Deuxième question, mais ça, c'est sur l'État. Parce qu'il y a un point sur lequel on devrait plus... alors bon, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Michel, on devrait plus insister, c'est... parce que là, il y a une grande confusion sur cette question-là. C'est parce qu'en gros, ce qui est dit, c'est le retour de l'État, c'est le retour au rapport entre l'État, l'économie, la société, de l'après-guerre. Bon, et je pense que ça, c'est une question à discuter. On n'a pas cette configuration-là aujourd'hui. Il n'y a pas, c'est pas retour à Keynes. En tout cas, moi, je connais peut-être pas complètement excellemment Keynes, mais en tout cas, tout l'aspect social, il n'y a pas un mot là-dedans. C'est pas du tout c'est pas leur problème. C'est pas le problème. Non, mais il y avait quand même des relances de demande. Il y avait les relances sur la demande, il y avait l'augmentation des salaires, il y avait la place des services publics, il y avait des éléments correctifs, entre guillemets. Bon, là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Alors qu'il y aura plus que Keynes, c'est la peur, la montée révolutionnaire et de ce qui s'était passé autour de la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait que les classes dominantes se sont orientées vers la sécurité sociale et une série de choses comme ça. Mais bon, il y avait ces éléments-là. Bon, là, on n'a pas du tout ça. On n'a pas du tout ça. Donc, je ne sais pas si c'est un libéralisme d'État ou un État libéral. Je pense que l'État a joué toute sa place pour déréglementer. Il peut aujourd'hui réglementer un peu plus, mais toujours pour préserver l'essentiel du point de vue du modèle économique. Bon, et on a plus cette situation-là
qu'une situation de retour de l'État. Je crois que c'est important parce que là, aujourd'hui, il y a effectivement cette tendance à tout mélanger et à tout confondre. Donc moi, je pense que c'est important de comprendre ça parce que du coup, la perspective, c'est plutôt une crise qui va continuer, qui va perdurer, qui va trouver une nouvelle forme. Il ne va pas y avoir, parce que c'est ça le problème, je ne vois pas un nouveau modèle apparaître. Je ne vois pas les conditions politiques, sociales, économiques, culturelles pour que les classes dominantes vont reconstruire. Alors bon, il peut y avoir un changement. C'est vrai, il y a un changement historique sur le plan social, des situations pré-révolutionnaires, révolutionnaires, qui font que pour garder l'essentiel, on concède beaucoup de choses. On a déjà vu ça dans l'histoire. Mais dans la situation actuelle, là, c'est plutôt une crise qui va continuer, et pas de nouveaux modèles ou de nouvelles structures. Deux mots sur l'État. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de retour de l'État parce que l'État n'est jamais parti. Oui, c'est ça, voilà, absolument. C'est lui qui a déréglementé, c'est les gouvernements qui s'attaquent aux droits sociaux, qui aident, qui favorisent l'attractivité entre guillemets économique des territoires, etc. Il y a un changement de rôle de l'État à un moment donné, mais l'État il n'est jamais parti. Donc je pense que là il y a peut-être une illusion d'optique sur un certain nombre de choses, mais bon. Je pense que l'État a un mode de présence qui est différent aux États-Unis, mais dont l'intensité est pas aussi n'est pas moindre qu'en France. J'exagère un tout petit peu pour la provocation, mais enfin il n'y a pas la différence entre l'intensité de l'intervention de l'État en France et aux États-Unis que ce que veut bien nous dire le discours commun, même si je suis assez d'accord avec toi pour ce qui est des forces motrices qui ont impulsé la déréglementation financière. Sur la question de l'idéologie néolibérale, je voulais dire deux ou trois petites choses. Bon, évidemment, par le petit bout de la lorgnette, il y a une anthologie du retournement de veste à écrire, quoi. Mais il faut insister là-dessus parce qu'il y a quand même un scandale démocratique qui est absolument ahurissant. Je veux dire, c'est une entreprise de blanchiment intellectuel à une échelle jamais vue. Mais les économistes, les éditorialistes, les politiques, enfin, elle est à établir cette anthologie. Très, très honnêtement, et ça serait politiquement salubre. Je pense juste un seul exemple à Ségolène Royal qui, il y a 10 jours, plastronnait à je ne sais plus quelle émission de radio en disant c'est grâce à la gauche qu'on n'a pas les fonds de pension. Bon, je veux dire, c'est Jospin qui fait le fonds de réserve des retraites, c'est Fabius qui fait le plan d'épargne salariale, qui est de la vie générale une amorce de plan 401K, et Ségolène Royal elle-même, pendant sa campagne, avait un projet de faire monter en puissance des fonds de pension qu'elle appelait collectifs. Donc là, c'est assez tragique. Plus sérieusement, moi il me semble qu'il y a, et là aussi c'est un enseignement à extraire de la crise présente et qu'il faut monter en épingle. Ce qui est mis en question, ce qui est mis par terre même, c'est pas seulement, comme tu disais Cédric, la capacité de la finance à exister par elle-même, indépendamment du secours de l'État, etc. C'est plus généralement sa capacité à se présenter comme le lieu adéquat de règlement d'un certain nombre de problèmes, pas seulement économiques et sociaux. Puisque la prétention de la finance, c'est pas seulement j'alloue bien le capital entre les entités productives, mais je suis également la forme institutionnelle médiatrice d'un certain nombre de politiques publiques. Et c'est particulièrement vrai pour 3 gros postes de la vie sociale, aux États-Unis, le logement, les pensions, l'université. Le logement, je veux dire, c'est la faillite des techniques de marché, plus ou moins assistées effectivement par des entités au statut d'ailleurs extrêmement bizarre, privées mais avec garantie publique qui sont Fannie Mae et Freddie Mac. Les pensions, c'est l'évidence même. Les retraités américains sont en train d'assister à la vaporisation de leurs épargnes retraite et sont dans l'attente d'une remontée du marché boursier. Mais alors là, est-ce qu'on n'a pas changé vraiment de régime dans la sphère des marchés d'actions eux-mêmes? C'est une question qui se pose. Et moi, mon anticipation, ça serait que on ne tardera peut-être pas à voir apparaître sur les trottoirs américains les premiers vieux miséreux. Dernier élément, l'université. Alors moi, on n'en parle pas beaucoup parce que ça paraît complètement hors du coup, mais comment sont financées les universités? Les grandes universités sont financées par des fondations. Elles ont un capital, le capital, elles le placent sur les marchés et elles vivent avec les revenus du capital à l'année.
Et j'ai une concurrence pour la rentabilité financière entre les fondations universitaires qui est extraordinaire. Harvard et Yale sont gérés avec l'agressivité de hedge funds, font partie des investisseurs les plus rentables de toute la sphère financière américaine. Mais rentables ou pas, elles vont prendre la dégringolade de tous les marchés en pleine poire. Et à mon avis, les moyens de l'université vont se contracter de manière absolument incroyable, d'où vont résulter des tensions financières, avec quoi comme mode d'accommodation? On va remonter les frais d'inscription qui sont déjà énormes. Et là encore, qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe pour les prêts étudiants la même chose que pour les prêts immobiliers. Il y a l'équivalent de Fannie Mae et Freddie Mac pour les prêts étudiants. Or, on sait depuis le printemps 2008, que le système des prêts étudiants est totalement en carafe. Mais en carafe. Donc, alors ça va rendre encore plus manifeste l'inégalité d'accès aux grandes universités. D'ailleurs, on sait que dans le paquet des dettes pourries, il y a tout un tas de trucs. Il y a le logement, les crédits auto et en particulier les dettes étudiantes. Donc, du côté de l'université, du système de recherche américain, il risque d'y avoir un effet de second tour qui sera pas inintéressant. Dernier point, je voulais abonder dans le sens de Michel à propos de la question des nationalisations et y ajouter rapidement 2 arguments. Je pense qu'on n'a jamais eu une opportunité aussi forte d'affirmer le bien fondé des nationalisations, pour lesquelles on était toujours plus ou moins en quête des bons arguments qui allaient percuter dans l'opinion publique, etc. Mais là, c'est quand même extraordinaire. Jamais l'époque n'a été aussi propice à dire cette chose simple que les dépôts et les épargnes sont des biens publics vitaux pour la société. Donc des biens publics vitaux, ça ne se confie pas aux intérêts privés. On pourrait dire exactement la même chose pour la sécurité nucléaire, par exemple. On ne remet pas les centrales à des intérêts privés. Et le deuxième argument qui est dérivé du précédent consiste à dire qu'une structure vitale pour la société, on ne la dimensionne pas en fonction des contraintes des temps ordinaires, mais en fonction des événements extrêmes. Et là, ça tombe bien, un événement extrême, on en a un, il est absolument magnifique, et il a parlé. Je veux dire, la conclusion qui est sortie de l'événement extrême, c'est qu'il a fallu nationaliser. Par conséquent, c'est bien là le réquisite à retenir comme configuration permanente du secteur du crédit et de la finance. Donc moi je crois qu'il y a un cas, case, non, il y a des arguments très forts pour la nationalisation, et même pour la nationalisation peut-être pas intégrale, mais extrêmement, avec un secteur public tout à fait majoritaire, parce que, comme le disait Michel, il n'y a pas pire que les effets de concurrence par le privé apportés à des entités publiques, etc. Ça finit en crédit lyonnais, c'est un foutoir épouvantable, particulièrement dans l'univers de la finance, où les perspectives de rentabilité sont démentielles et donc incroyablement tentantes. Je suis sensible aussi à l'argument de Pierre qui consiste à dire quand même notre répertoire d'idées, nos référentiels sont peu renouvelés. Alors, pour moi, ça n'enlève rien au bien fondé de l'argument de la nationalisation. Mais ça veut dire qu'on n'est pas dispensé quand même d'un travail pour dire quelque chose de plus. Et à mon avis, dans quelle direction ça pourrait se développer? Ça ne pourrait se développer que dans le fait de greffer sur ces formules-là des formes d'association délibérative, de contrôle citoyen, de contrôle politique qui sont à développer, à inventer même. Et il me semble même que si jamais une pensée progressiste voulait saisir l'opportunité de l'événement pour faire une avancée idéologique, je pense que ça serait dans cette direction-là, c'est-à-dire dans la direction générale qui consiste à faire entrer massivement à l'intérieur des formes institutionnelles économiques les plus classiques des formes innovantes de politique authentiquement démocratique. Et on voit bien que la sphère des institutions financières et monétaires n'est pas le premier lieu où ceci devrait s'appliquer, même si c'est un lieu très pertinent. Le premier lieu, évidemment, c'est l'entreprise et le rapport salarial. C'est véritablement là que doit porter l'effort, je crois. Les crises financières se sont succédées à un rythme absolument invraisemblable depuis 2 décennies de déréglementation. J'ai fait un petit calcul, ça nous fait entre 2 ans et demi et 3 ans, en moyenne, entre 2 accidents financiers majeurs. Et je me souviens des crises de 1997 et 1998, et puis aussi celle de 2000-2002, de la bulle Internet. Et à chaque fois, je m'étais dit,
là quand même, c'est pas possible. Je veux dire, c'est énorme ce qui s'est passé, c'était des crises incroyables. On était passé près de la ruine totale avec LTCM en 98, et je m'étais dit, c'est pas possible que des chocs aussi énormes restent sans réaction. Il va se passer quelque chose, là enfin, les gens vont être dessillés, même les élites, et il va y avoir une réaction politique, il va y avoir une re-réglementation. Et à chaque fois, je me suis planté, mais vraiment, planté, quoi. Pourquoi? Parce que, évidemment, j'avais tragiquement sous-estimé les forces du déni, les forces de la conservation, les forces des intérêts à ne pas apprendre et à ne pas changer, etc., etc. Et ma grande hantise, au moment où j'ai rédigé ce livre, c'était au mois de mai de cette année, au mois de mai 2008. Donc alors que la crise n'avait pas pris le tour suraigu qu'on lui connaît depuis le mois de septembre. Ma grande hantise, c'était qu'on allait s'en tirer avec quelques sauvetages ponctuels du type Bearsters, et que, une fois la Banque centrale ayant fait ses 8 sur la patinoire, elle rentre au box et c'est terminé, et les affaires allaient reprendre comme par le passé. Et ce que je voulais expliquer, c'est que si un plan de sauvetage ou des plans de sauvetage de cette nature étaient mis en œuvre sans contrepartie, c'était vraiment l'abonnement pour la prochaine bulle et le prochain crack qu'on était en train de souscrire. Et donc, pour que les mêmes causes n'entraînent pas les mêmes effets, il fallait impérativement refondre très significativement les structures de la finance. Alors, donc j'ai proposé un certain nombre de choses, mais dont je redis qu'elles ne participent que d'un traitement extrêmement partiel de la crise, puisque je suis le premier à dire que la crise financière est l'expression dans la sphère des marchés de capitaux d'une crise qui est plus globale, à laquelle les propositions en question ne s'attaquent pas, puisque ce sont des propositions de pure re-réglementation financière. Bon, alors, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de ces propositions, je voudrais juste dire une chose. Le principe, pour moi, l'objectif stratégique, c'est d'empêcher que les bulles ne se reforment. Parce qu'à partir du moment où une bulle se reforme, elle est vouée à crever. Si elle crève, le risque systémique s'arme de nouveau, et implacablement, les pouvoirs publics tombent dans le piège, quoi. C'est une prise d'otage qui est absolument irrésistible, et on y est d'ailleurs, on voit bien ce que ça produit. Alors, pour empêcher les bulles de se reformer, ce qui est un objectif très exigeant, malgré tout, il n'y a pas 36 solutions. Il faut limiter drastiquement la capacité des banques à prendre des risques. Et par conséquent, il faut accepter de leur infliger une diminution de profitabilité tout à fait impressionnante. Mais enfin, je veux dire, la finance de marché est une enclave de profitabilité exorbitante, et c'est un privilège qu'il faut fermer dans les plus brefs délais. Donc tout tourne autour de ça. Limiter la capacité des banques et des opérateurs de la finance à prendre des risques. Pendant très longtemps, je suis resté comme beaucoup d'ailleurs, capable de faire l'analyse des méfaits de la finance, mais pas capable d'aller beaucoup plus loin. Bon, donc, il faut que tu me laisses le temps de progresser, tu vois, ça va doucement. Mais enfin, bon, tu as compris, la direction générale, on sait laquelle c'est de transformer les institutions du capitalisme à basse pression salariale. Donc, sur quoi ça porte? Ça porte sur les deux contraintes qui font perdurer ce capitalisme-là, à savoir la contrainte de la concurrence et une contrainte financière, mais d'une autre nature, qui est la contrainte de la finance actionnariale. Alors moi, là, pour le coup, j'avais une idée, c'est le truc que j'ai appelé le SLAM, le Shareholder Limited Authorized Margin, qui est un dispositif d'écrêtement fiscal des rémunérations actionnariales, qui, à mon avis, peut avoir des effets puissants en cette matière. Alors, dernier point sur de la question qui était posée. Ces mesures sont-elles destinées à être appropriées par la gauche radicale, politique et sociale? J'espère bien. Si elle les trouvait à son goût, je serais ravi qu'elle s'en saisisse. Donc, oui, elles étaient exactement faites pour ça. Et le but de la manœuvre, si tu veux, c'est... pendant longtemps, il faut dire les choses. Ou alors, j'avais pas très bonne vue, mais il me semble que à gauche, la vraie gauche, quoi, la vraie gauche, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 2000 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 2000 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 2000 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 2000 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 2000 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 2000 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 2000 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 2000 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90
On était excellent dans l'analyse critique, mais on était un petit peu court en matière de proposition. Donc voilà, et ça nous condamnait soit au slogan, soit à la grosse incantation. Et je voudrais pas avoir l'air de prendre les choses de haut et de faire numéro d'arrogance d'expert en disant ah le slogan c'est caca, c'est des trucs pour esprit bas de plafond, etc. C'est absolument pas ça. Le slogan, c'est la vie même de la politique. Donc, on ne fait pas de politique sans slogan. Je veux dire, si quelqu'un veut faire de la politique et trouve que les slogans ne sont pas assez raffinés pour lui, il faut qu'il change de métier. Mais il faut néanmoins tenir les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire, il faut avoir les mots d'ordre pour la mobilisation et puis il faut avoir aussi les propositions à un certain détail, à un certain degré de détail technique, parce qu'il faut ouvrir le capot et mettre les mains dans le cambouis. Et donc j'ai essayé d'avancer là-dessus. Et je voudrais dire encore un point, c'est que, et me reprendre d'ailleurs, c'est que cette dichotomie, en gros, il y aurait d'un côté les fabricateurs de slogans, et puis plus encore le public de ces destinataires passifs, et puis de l'autre les experts qui auraient des idées géniales, est évidemment à critiquer. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, que moi, cette solution dont je parlais tout à l'heure, celle d'une caisse de refinancement hypothécaire pour sauver les ménages, pour sauver les banques, c'est pas moi qui l'ai eu. Je m'apprêtais à écrire un papier qui s'appellerait « Le plan Paulson ne vaut pas le plan Zaharia ». Alors personne ne sait qui c'est Raymond Zaharia, c'est un aimable retraité de Meudon, des Hauts-de-seine, mais il t'épuise, il est attaque. Il a 20 ans de plus que moi, mais il m'épuise. Je veux dire, il a les doigts dans la prise en permanence. Et un jour, il m'a fait un mail en me disant « Mais alors, au lieu de foutre ces centaines de milliards de dollars pour les banques, pourquoi on ne les donnerait pas aux salariés ?» Et je lui ai fait une réponse typique d'économie. Je lui ai dit « Raymond, tu sais, c'est plus compliqué que ça, blabli, la finance structurée, blabla, machin, patati patataire. » Et un jour... je me suis levé à l'équerre le matin en me disant « Mais je déconne complètement, c'est Raymond qui a raison, quoi, c'est évidemment ça qu'il faut faire. » Et donc, ce que je veux dire, et j'en reviens à mon thème tout à l'heure, tu sais, de l'éclatement de la frontière entre le possible et l'impossible. Parce que c'était un truc, précisément, qui séparait aussi, tu vois, les experts du reste de la population. Pour le coup, c'est aux entrepreneurs politiques et sociaux de revenir sur le devant de la scène. C'est pas du cerveau jupitérien d'un économiste que vont sortir des propositions des propositions de nouvelles formes délibératives, collectives, etc. Ça, là, alors, je vais peut-être faire un numéro de dialectique à 2 balles, mais enfin, ça s'organise entre les expérimentations locales, ce que des intellectuels ou des chercheurs peuvent avoir réfléchi de leur côté, mais en aucun cas, c'est l'affaire du monopole des experts. Moi, je suis vraiment pour qu'on essaye d'éviter cette expression nouveau bretonnisme. Je suis d'autant plus qu'il y a un communiqué d'Alta qui était explicitement là-dessus. J'étais vraiment pas d'accord avec ça. Pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est situé totalement sur le terrain de nos adversaires. Et une raison plus sur le fond. Bretton Woods, c'est un arrangement entre grandes puissances sous l'hégémonie de la plus grande d'entre elles. C'est pas pour ça qu'on est. Dans un rapport de force qui est adapté. Voilà, donc je pense que vraiment il faut éviter à tout prix de rentrer dans ce genre de choses, parce que je pense que là ça nous désarmerait beaucoup. Alors, ensuite, sur les rapports entre expertise, mouvements sociaux, Ça, c'est la question c'est la question suivante. Vous êtes allez-y si vous voulez, on peut mixer. Non, on peut y aller. Bon, moi je pense que l'expertise militante est une des conditions des mobilisations sociales réussies. Je ne pense pas qu'on puisse avoir de mobilisation si on n'a pas des propositions qui soient argumentées crédibles. Alors crédible, ça ne veut pas dire acceptable par nos adversaires. Crédible, ça veut dire que si on est capable raisonnablement d'en discuter avec les gens concernés, elle devient un vecteur de mobilisation. Et que ça, je pense que c'est quelque chose de totalement décisif. Je pense que par exemple, on a eu une expérience qui, à mon avis, était tout à fait positive, qui a très bien marché, c'est ce qu'on a fait sur les retraites. Un sujet où
bon, personne ne comprenait rien, il y avait une domination idéologique totale de nos adversaires sur la démographie, etc. Bon, ça, on a réussi, que ce soit dans l'attaque avec Copernic et toutes les réunions publiques qu'on a fait, à faire de la contre-expertise, et de la contre-expertise militante et de la véritable éducation populaire, au sens où on a donné les moyens aux gens d'appréhender des réponses alternatives. Et je pense, d'ailleurs, je pense que s'il y a eu le mouvement de retraite de 2003, au-delà du fait que c'était un échec, bon, s'il y a eu cette ampleur-là, c'est parce que le terrain avait été labouré pendant des mois et des mois et des mois, bon, depuis le rapport Charpin, en 1999, par des centaines, voire des milliers de réunions publiques que les uns et les autres on a fait. Bon. Et dans ce cadre-là, ce qu'on a été capable de construire d'un point de vue militant, avec un certain nombre d'économistes, de responsables syndicaux, associatifs, ça a été décisif. Alors, ça a permis d'avancer beaucoup. Et je pense que cette expérience-là, il faudrait essayer de la reproduire, et c'est ça qu'on essaie de reproduire sur d'autres terrains. Bon, maintenant, il y a, disons, ça suppose deux choses, mon avis, qui est il faut en finir, du côté militant avec l'ouvriérisme, consiste à croire, et l'anti-intellectualisme, consiste à croire qu'en fait, spontanément, les gens ont la compréhension sur tout et peuvent tout comprendre avec un certain mépris des intellectuels qui sont dans leur sphère, altérés, etc. Ça c'est la première rupture qui est nécessaire, mais qui est facile à dire comme ça, mais qui est très difficile à faire. Hein. Moi j'étais dans un certain nombre d'organisations politiques à un moment donné, dans des organisations syndicales, et c'est très prégnant. Ce refus en fait du débat intellectuel, du fait que ce qui compte c'est pas le débat d'idées, c'est quand même les mobilisations, le reste on s'en fout. Voilà. Donc ça je pense que c'est quelque chose de très prégnant, et c'est quelque chose de mortifère. C'est-à-dire que je vois bien moi dans l'organisation syndicale à laquelle j'appartiens, c'est quelque chose qui revient périodiquement, on combat en permanence, mais qu'on a du mal à faire passer. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que il y a aussi, côté intellectuel, peut-être une certaine suffisance avec laquelle il faut rompre. C'est-à-dire le fait aussi de penser que on est quand même plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et donc ça, je pense que le fait que, ce que tu disais tout à l'heure Frédéric, qu'il y a une intelligence collective qui peut exister, que dans le débat, dans la confrontation, puissent naître des choses nouvelles, dans la pratique sociale naissent aussi des idées nouvelles, ça c'est quelque chose qui me paraît aussi très important et qui est souvent un peu nié, même avec les intellectuels avec lesquels on travaille. Et donc le fait qu'il puisse avoir un rapport d'égalité, je dirais, entre militants politiques, militants des mouvements sociaux, activistes, comme on dit en anglais, et les intellectuels, en sachant que un militant, ça peut être aussi un intellectuel ça peut être aussi un militant. C'est qu'il n'y a pas la frontière entre les deux n'est pas si nette que ça des fois. Ça, je pense que c'est quelque chose qui me paraît très important si on veut nourrir justement ce lien qui à mon avis a commencé en 95, que c'est là le grand tournant qui est en 95, qui a été sur beaucoup d'autres choses, et aussi dans un rapport nouveau avec les intellectuels, si ce lien d'être nourri et développé, c'est un peu sur cette base-là qu'il va se faire à mon avis. Moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Ensuite, chez chacun son vécu, comme dirait l'autre. Hein. Mais moi j'appartiens à une organisation dont la tradition est une tradition quand même assez forte de débat et d'idées. La Ligue n'aurait pas tenu sans les idées. Il peut pas avoir des idées fausses, mais les idées ont une place très importante. À la différence d'autres organisations où c'est les positions d'appareils, d'institutions, etc. Nous, on n'a que nos idées. Hein, on a un appareil très faible, donc c'est ça qui a fait que... voilà. Donc, et je pense que une organisation politique, une de ses fonctionnalités, c'est justement de pouvoir mêler les choses. Alors des fois c'est compliqué, parce que je dis chacun son vécu, sa place différente selon telle ou telle histoire, etc. Mais moi je suis absolument à fond d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il faut il faut multiplier les échanges, multiplier les lieux de débat, et puis essayer d'avancer
les idées et la théorie, alors même maintenant, à l'aube de la constitution d'un nouveau parti, pour nous, il y a, parler de terres d'inconnus, il y a pas mal d'inconnus dans les mois et années qui viennent. La question des idées fondamentales pour constituer une nouvelle force politique, c'est décisif. Donc, bon, l'approche, disons, moi, ma tendance spontanée, c'est plutôt, mais je me considère comme un militant, essayer de fusionner, les idées avec une pratique militante. Bon, et je pense que c'est indispensable, Donc, moi, je comprends qu'il y ait les distorsions dont tu parles, hein. Donc, il peut y avoir des bouffées ouvriéristes, des bouffées de rejet. Pour avoir été à la SR un certain temps. Oui, c'est vrai, mais sur la longue durée, en comparant à ce qu'il y a entre guillemets sur le marché politique, la Ligue est quand même l'organisation, il y a peut-être d'autres, hein, mais où les idées comptent beaucoup. C'est vrai qu'il y a une part dans les mouvements sociaux, il y a une autre part, c'est dans les organisations politiques. Ça peut se faire par le fait de converger, de trouver des lieux, les revues, des séminaires, des écoles, des universités. Bon, nous, par exemple, là, dans le cas, c'est une réflexion qui ne fait que débuter, hein, mais dans le cadre de la constitution du nouveau parti, on le voit par rapport au type de gens qui viennent aujourd'hui vers le NPA, il y aura une dimension très forte d'éducation populaire. Non, mais même de mots d'ordre facilement appropriables. Oui, mais je veux dire, au-delà des mots d'ordre, c'est-à-dire avant les mots d'ordre, il y a un aspect éducation populaire. C'est-à-dire qu'il y a un aspect pour une série de gens, alors bon, ce sera sûrement, on sera peut-être accusé de répéter certaines choses, mais je ne crois pas. Je pense qu'il y a une telle demande politique sur des questions nouvelles et sur des questions qui bouleversent le monde qu'il y a la nécessité de reprendre toutes ces questions-là. Voilà. Bon, alors d'un autre côté, par contre, ça c'est l'aspect sur le rapport entre le slogan, la politique et les idées fondamentales, c'est effectivement le problème à un certain niveau, dans certaines conjonctures, pour certaines campagnes ou batailles politiques, il faut faire simple. Simple, pas simpliste, mais simple, c'est-à-dire saisissable. C'est-à-dire des idées, des formules, des formulations, des développements, des argumentaires dont les gens peuvent se saisir. Et ça, c'est un des problèmes par rapport à la tradition de la Ligue et les changements de ces dernières années, qui peuvent être pour certains décriés ou pas, mais par rapport à toute une histoire, il pouvait y avoir un certain élitisme dans la manière de débattre, dans la manière de présenter les choses, dans la manière de faire de la politique, d'avoir de la difficulté à s'adresser au plus grand nombre. Bon, c'était un problème politique pour nous. Bon, et on a réfléchi, on a essayé d'y apporter une solution. Bon, des solutions partielles qui peuvent être ensuite critiquables, en disant c'est trop simple, vous prenez pas en compte l'ensemble des éléments, tout ça est tout à fait vrai, à chaque fois on aura ces problèmes-là. Mais on a eu cette préoccupation. Bon, et je pense que c'est une préoccupation juste, si on veut que les idées deviennent une force matérielle. Voilà. C'est pas une petite expérience, peut-être. Non, vas-y. Non. Quand on a créé le site PTT, on faisait à peu près aux élections professionnelles moins de 5% des votes. Bon. Et on s'est construit, dans un milieu qui était un milieu à la fois ouvrier, mais aussi un peu classe moyenne salariée, je dirais, sur l'idée qu'on était un syndicat d'intellectuels. On nous attaquait là-dessus. Hein, on sortait des 4 pages textifs sur les télécommunications, on prenait des dossiers de la direction qu'on imprimait avec nos réponses à côté, etc. Et on sortait du matériel lourd, et qui a été en rupture totale avec tout ce qui se faisait dans le milieu, que ce soit à la Poste ou à France Télécom, de tous les autres syndicats, et notamment de la CGT qui est des syndicats dominants. Et on s'est construit là-dessus. Parce que je pense que, évidemment, quand on veut mener une bataille politique, il faut avoir des mots d'ordre compréhensibles et ça par tout le monde.
Mais si on n'est pas capable, ces mots d'ordre, de les expliciter de façon intellectuelle, compréhensible par le plus grand nombre, ces mots d'ordre-là n'auront aucune pertinence. Bon. Et quand on s'est battu contre la privatisation de France Télécom ou contre l'ouverture à la concurrence, eh bien, on faisait des 4 pages tabloïdes sur le marché des télécommunications, comment ça fonctionnait, la péréquation tarifaire, etc. On distribuait ça dans la boîte à 100 000 exemplaires, sur une boîte de 150 000 personnes. Bon. Donc je pense qu'on a toujours intérêt, surtout quand on est porteur d'un projet d'émancipation, à s'adresser à l'intelligence des gens. Voilà. Ça, je pense que c'est le point de départ de toute action militante et émancipatrice. Bon. C'est-à-dire que c'est en s'adressant à l'intelligence des gens qu'on a une chance d'être entendu, de faire progresser leur conscience et qui se mobilisent. Voilà. Donc ça ne veut pas dire évidemment compliquer les choses à l'excès. Il faut trouver toujours des mots d'ordre de campagne politique ou de campagne syndicale qui permettent de concentrer les choses, de fixer des objectifs et des cibles. Bon, donc derrière il y a des questions stratégiques, on discutera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas moi j'insiste vraiment sur le fait que tout mot d'ordre, toute campagne, elle doit être argumentée, expliquée, et elle doit permettre aux gens de s'en emparer et d'être, sinon capable d'en comprendre tous les éléments, c'est toujours très compliqué, mais au moins d'en comprendre quand même beaucoup. 3 petits points, enfin, c'est sur l'idée qu'il n'y a pas d'alternative. Moi, c'est une idée que je trouve discutable, parce que quelquefois elle recouvre une espèce de demande de technicité. Et par exemple, au lancement d'Attaque, pour prendre un autre exemple, c'est fait sur la taxe Tobin. Moi, j'étais effaré, quelquefois, du degré de technicité à la première rencontre où Attaque, il y avait un séminaire animé par Bruno Jeudin, qu'on connaît bien. Enfin, je me disais, mais ils ne vont pas supporter, c'est trop. Et il y avait une vraie demande de technicité. Mais il y a une espèce d'illusion là derrière. C'est-à-dire que le besoin d'alternative serait un besoin de choses absolument techniques, qui sont nécessaires, mais qui sont... Enfin, c'est pas parce qu'on aura la super bonne taxe que ça va créer une mobilisation autour de cette idée. Bon. Et donc, il faut prendre les choses... parce que derrière cette demande d'alternative, ou cette idée, il n'y a pas d'alternative, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qui est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui permet de ne pas poser la question de la propriété privée? Bon, parce que cette question-là, elle est taboue à cause de l'expérience des pays dits socialistes, etc. Et on est à la recherche de quelque chose qui contourne ça, hein, et qui soit moderne, pas les vieilles lunes, etc., nationalisation, expropriation, etc., qui soit moderne. Bon, je pense que là aussi, il y a une illusion. Hein. C'est-à-dire que l'idée que, fondamentalement, si on va jusqu'à la racine des choses, comme dirait l'autre, on ne tombe pas sur la question de la propriété privée qu'on rencontre là sur la finance, bon, mais qu'on rencontre aussi sur la gestion de l'économie en général, les priorités qui s'expriment à travers les choix privés. Je pense qu'il y a une illusion, c'est-à-dire il y a l'alternative, la pierre philosophale, qui va permettre de ne pas toucher à cette question qu'on considère comme tabou durablement. Et troisième point, alors là c'est un peu l'esprit d'escalier, je pense que par rapport à la prospective qu'on peut faire, je pense que l'hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'on est pendant plusieurs années de croissance très ralentie, et donc avec le retour de la question des licenciements, etc. Bon. Et je pense que, vu le contexte actuel, c'est-à-dire la conjonction entre la crise financière et la crise économique tout court, économique et sociale, des thèmes comme l'interdiction des licenciements, bon, qui est un slogan, mais qu'on peut décliner. Bon, j'avais travaillé avec plusieurs un petit bouquin qui essayait de donner du corps au slogan, ou des thèmes comme la réduction du temps de travail. Et là, j'ai d'une orthodoxie parfaite, c'est-à-dire dans le programme de transition de Trotsky de 1938, il y avait une idée qui était formulée de manière très transposable, c'est-à-dire l'échelle mobile des heures de travail. Parce que François, là, je veux me couvrir. Tu es l'un des Michel, tu peux y aller. Mais bon, c'est la RTT, appelons ça comment, la RTT. Il faut revaloriser cette idée. Et dans l'analyse du New Deal, par exemple, je suis retombé là-dessus pour être plus technique.
Ben Bernanke a fait un bouquin, enfin, qui rassemblait plusieurs de ses articles, que j'ai pas lu, honnêtement, mais dans un compte-rendu assez détaillé à propos de ce bouquin, on s'aperçoit qu'un des points en discussion et un des reproches qu'il faisait rétrospectivement à Roosevelt, c'est qu'il avait, de fait, laissé trop facilement les entreprises ajuster, non pas sur les effectifs, mais sur la durée du travail. Bon. Et cette question est clé. Et derrière, en revenant, je veux dire, on parlait tout à l'heure de keynésianisme radical. Bon, à la limite, la RTT, enfin tout ce qu'on propose, tout ce qu'on met en avant, n'est pas anticapitaliste par nature. Mais en revanche, si on se pose concrètement, enfin sérieusement ces questions, elles le deviennent assez rapidement dans le contexte très dur où on est, quoi. Et il me semble que, bon, c'est pour ça que, bon, après tout, keynésien radical, c'est pas mal. Mais derrière, il y a l'idée que si on l'est vraiment, et si on met en avant des propositions qui vont dans ce sens, elles ont très rapidement, enfin, elles acquièrent très rapidement un contenu anticapitaliste, en sens qu'elles reviennent à poser la question de la propriété privée, hein, autour de l'idée du contrôle. Par exemple, sur la RTT, hein, l'idée qu'on contrôle, on aurait dû contrôler, pour prendre l'exemple de l'expérience française, on aurait dû contrôler la réalité des créations d'emplois, hein, et que ce contrôle devait avoir l'aval des salariés, hein, c'est quelque chose qui est déjà la RTT en tant que telle est intolérable pour le patronat, mais là ça aurait été une incursion intolérable sur le droit patronal qui résulte du droit de propriété. Bref, conclusion, je veux dire, les alternatives ne seront pas fabriquées en laboratoire. Et elles vont naître, elles sont là, on les a, je veux dire, mais c'est leur plausibilité qui fait défaut et qui ne sera trouvée dans une alchimie très compliquée à prévoir, etc., qui fera qu'on s'empare d'elle réellement dans les luttes sociales. Moi, je suis en gros d'accord avec ce que vient de dire Michel. Je pense que sur le point de départ, effectivement, je pense qu'il y a des éléments d'alternative. Une alternative achevée, cristallisée, etc. Mais il y a des éléments d'alternative. Je pense qu'il y a deux remarques préalables qui sont deux points d'appui pour, disons, avancer dans la construction de cette alternative. La première, c'est que la crise actuelle pose des problèmes en termes globaux, en termes systémiques, hein. Je pense que le capitalisme aujourd'hui apparaît aux yeux de millions de gens comme accusé. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a une réponse alternative, mais il apparaît comme accusé, et ça c'est le premier point important. Le second point, c'est qu'il y a la nécessité, face au fait qu'on a une crise financière, qu'il y a des formes financières, mais en même temps qu'il y a une crise du capitalisme, dont les mécanismes sont la recherche du profit maximum et donc touchent aux mécanismes fondamentaux du système capitaliste, il y a la nécessité d'avoir une démarche qui combine et des revendications, des réponses immédiates et ce qu'on appelle, ce que j'appellerais des réponses de transformation radicale de la société. Et donc le premier point, ça c'est un point même par rapport à des formules, c'est que le point de départ, c'est pas se poser le problème si il faut sauver ou pas sauver le système. Le point de départ, c'est défendre la situation matérielle de millions et de millions d'êtres humains, de défendre leurs revendications, défendre leur situation. Et ça implique une explication en trois niveaux, je pense. Un premier niveau qui est les mesures d'urgence face à la crise, sur la question de l'emploi, la défense de l'emploi, la création d'emplois publics au moment où ils vont faire des contrats aidés, le refus des suppressions d'emplois, et puis dans le privé, l'interdiction des licenciements. Ça, c'est un premier axe. Le second point, c'est effectivement, à partir de là, sur le plan salarial, toute une série de revendications de défense des salaires, d'augmentation de salaires, d'augmentation des minima sociaux. Et je pense qu'à partir de là, effectivement, la question qui est posée, c'est de penser les choses
hein, que ce soit ensuite sur les questions de l'école, les questions du logement, les questions de sécurité sociale, comme une nouvelle répartition des richesses. Ça, c'est un premier plan de mesures d'urgence, qui a sa dimension transitoire sur une question, qui est la question, effectivement, de la propriété. Quand on va poser le problème de l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font du profit, on va dire, on va poser cette question-là, c'est évident que ça impose une incursion dans le domaine de la propriété. Quand on pose le problème de la répartition des richesses et de s'attaquer au profit capitaliste, ça pose là aussi le problème de la propriété, le problème de contenir, en tout cas, et de refouler la politique patronale. Donc ça, c'est une première question des mesures d'urgence face à la crise sur le plan économique. Deuxième point, sur le plan financier, sur le plan bancaire, là aussi, une combinaison de mesures immédiates, partielles et de mesures transitoires. Sur le plan immédiat et partiel, je pense que toutes les propositions qui sont en discussion aujourd'hui, qui ont été avancées par les uns et les autres, par exemple la campagne pour l'abrogation de l'article 56, livre 3, sur la libre circulation des capitaux, c'est un premier point, des taxes sur les dividendes, la levée du secret bancaire, couper les liens avec les paradis fiscaux, l'interdiction des paradis fiscaux, tout cela, ça forme un premier bloc de propositions. Deuxième point, c'est même la question, j'ai vu ça, peut-on se passer de la bourse? C'est une question qui est en discussion, et je pense sur lequel il faut qu'on ait une réponse offensive, c'est cette question-là, et dire qu'il y a une économie possible sans bourse aujourd'hui. Ça, c'est un point important. Sur ces points-là partiels, il y a même des expériences. Là, j'ai amené un document qui commence à circuler, c'est la conférence qu'il y a eu au Venezuela, avec une série d'économistes d'Amérique latine, où il y a un plan qui est un plan partiel, hein, c'est pas un plan anticapitaliste, mais un plan partiel sur le contrôle des capitaux, sur la constitution d'une banque du Sud, sur la nécessité de couper avec tous les paradis fiscaux, d'avoir une politique de contrôle sur tout ce qui est ressources énergétiques et naturelles. Bon, bref, une série de réponses comme ça, partielles et immédiates, sur le plan de la réponse à la crise du système financier et bancaire. Et une proposition, ou un ensemble de propositions transitoires qui posent le problème de la propriété. Et moi, sur la nationalisation, effectivement, disons, cette question-là a été posée au centre là, par un certain nombre de personnes, d'organisations politiques, mais je pense que c'est central. Alors, pas une nationalisation pour revenir à la nationalisation de l'ex-Crédit Lyonnais, mais une nationalisation avec, effectivement, mais là aussi, il y a un aspect nouveau, mais il y a un aspect aussi assez ancien, avec des formes de contrôle des salariés, des usagers, des consommateurs. Bon, et je pense que le mot d'ordre de nationalisation intégrale contre les nationalisations à durée déterminée, temporaire ou partielle, une nationalisation intégrale avec contrôle de la population, je pense effectivement c'est la réponse qui fait le lien entre des réponses immédiates, ils nationalisent partiellement, ben nous on est pour une nationalisation intégrale sans indemnité ni rachat, hein, et qui fait le lien entre cela et puis une proposition, disons, d'ensemble, de transformation radicale ou révolutionnaire de la société. Alors, qui dit transition, je conclurai là-dessus, dit transition vers quoi? Et pour moi, c'est plutôt là le problème. C'est-à-dire que Sarkozy parle de refonder le capitalisme, il ne faut pas refonder le capitalisme, mais on a un problème sur la crise de la perspective socialiste au sens global. Et donc le problème, c'est pour donner même plus de force et de dynamique à l'alternative et à des mots d'ordre transitoires qui font le lien entre les revendications immédiates et des revendications de transformation, il faut aujourd'hui retravailler sur tout ce qui est la perspective socialiste, la souveraineté politique, la démocratie politique, l'autogestion sociale ou socialiste. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en termes de réorganisation de l'économie selon les besoins sociaux, hein, selon une logique de besoins sociaux, et d'un autre côté, selon effectivement une prise en charge, hein, une autogestion par les travailleurs, par la société, des problèmes de l'économie. Donc une réponse en termes effectivement de projets socialistes sur lesquels il faut travailler. Donc voilà les trois points, me semble-t-il, pour déployer une alternative. Mesures d'urgence, mesures transitoires et retravail sur le projet socialiste. Sur ce qu'il faut faire maintenant, qu'il faut avancer de façon immédiate, ça pose guère de problèmes. Hein. Bon, on peut résumer ça. Bon, quels que soient les termes sur lesquels on le prend, en fait, il y a deux axes pour moi.
d'une part, quelles sont les mesures qu'on prend pour casser les reins à la finance de marché, bon, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Frédéric, et d'autre part, tout ce qui est comment répartir mieux la richesse produite. Là, on peut décliner tout ce type de revendications. C'est simple, toute chose étant relative par ailleurs. Mais bon, je pense que le vrai problème, c'est la fin de ton intervention. Bon, parce que la crise du capitalisme, la crise du néolibéralisme ne solde pas la crise du projet de transformation sociale et du projet d'émancipation. C'est ça la contradiction dans laquelle on est. Bon. Et que je pense que de ce point de vue-là, on a un problème qui est un problème majeur, qui est double, qui est un problème sur le contenu de ce projet d'émancipation et la question de la stratégie à mettre en œuvre pour y arriver. Bon. Parce que sur les batailles immédiates, c'est toujours le plus simple. Par contre, c'est comment on fait le lien entre les batailles immédiates et la bataille, disons, pour la transformation sociale radicale, c'est là, à mon avis, où il y a un problème à la fois tant du point de vue du contenu que du point de vue de la stratégie. Bon, alors on n'a pas le temps d'en discuter sur le fond, mais c'est un peu dommage. Je pense qu'en effet, au rayon mesures d'arraisonnement de la finance, il faut poser la question de ce que j'appellerais la démarchéisation du système de financement de l'économie. Et dans ce volet en particulier, et moi, alors là, je suis complètement sur cette ligne, je pense qu'au minimum doit être mise sur la table, je ne conclurai pas immédiatement, mais doit être mise sur la table l'hypothèse d'une économie qui fonctionnerait sans bourse, c'est-à-dire sans marché d'action. Alors ça pose des problèmes sur comment on réorganise ce qu'on appelle la finance equity, qui intervient en fonds propres, etc. Mais à mon avis, c'est des problèmes qui sont beaucoup moins insurmontables qu'on ne veut bien l'imaginer. Donc je crois que là, vraiment, la démarchéisation du financement de l'économie est un axe très fort qui va au-delà de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Le deuxième axe, qui est alors beaucoup plus politique, mais je reviens sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Alors je vais faire comme Michel, je vais me couvrir. C'est Marx, critique du programme de Gotha, quoi. C'est l'extension à la sphère économique d'une idée qui a été originellement formée dans la sphère politique, et qui étrangement y est restée confinée, à supposer même qu'elle y ait été appliquée, ce dont on peut fort douter, mais c'est l'idée démocratique comme autonomie des collectifs de vie, quoi, c'est-à-dire comme pleine légitimité de la délibération collective des destins communs. Alors, et ça évidemment, ça s'envisage d'abord dans les collectifs de travail, donc dans les entreprises, et à mon avis, c'est parce qu'il faut bien voir qu'effectivement, on a une conjoncture presque philosophique qui est extraordinairement défavorable, qu'on pourrait appeler par une sténographie rapide l'individualisme, donc qui s'oppose à tout ce qui est collectivisation, socialisation, etc. À ceci près qu'il y a dans cette conjoncture idéologico-philosophique un élément qui alors pour le coup peut être récupéré par nous pour le faire jouer d'une manière qui nous est très favorable, et qui est précisément cette idée démocratique, appliqué nulle part, mais en attente de son véritable déploiement, et dont il faut dire que le prochain horizon, c'est vraiment les formes institutionnelles de la vie économique. Le mot de la fin. Le mot de la fin, voilà. Oh, le mot de la fin, ça serait serait de dire fin. Non, ça serait de dire qu'effectivement, dans tout ce qu'on met en avant, il faut qu'il y ait cet élément de contrôle démocratique sur ce qui se passe, et que c'est ça qui fait basculer de forme, disons, classique et un peu rétro à quelque chose qui esquisse une alternative. Je pense, c'est ça c'est mais c'est une vieille, c'est quasiment une différence de tempérament entre toi et moi, mais je pense qu'il y a des éléments d'alternative. Il y a pas, parce que, par exemple, tous les éléments qu'on a discutés là, écoutez, prenez sur le terrain politique, idéologique aujourd'hui, ça court pas les rues. Ça court pas les rues. Et il y a une attention quand même. Il y a une écoute. Voilà. Bon, attends, excuse-moi. Et donc, c'est des éléments, il y a une cohérence. On peut pas être d'accord et ça, mais il y a une cohérence qui est quoi? Qui est une cohérence de rupture avec le système capitaliste. Et ça, la crise actuelle remet à l'ordre du jour la question d'un large débat sur la rupture anticapitaliste. Ça, c'est l'élément nouveau aussi. La rupture anticapitaliste, c'est pas le yo-yo de telle ou telle organisation ou tel responsable politique révolutionnaire ou anticapitaliste, mais c'est quelque chose qui va se discuter, qui peut se discuter. Et je pense qu'il y a des éléments de réponse.
pour être un peu provocateur, je pense que la rupture anticapitaliste, elle ne se fait pas parce qu'on nationalise les banques. Absolument. La rupture anticapitaliste, elle se fait si on est capable d'instaurer une société réellement démocratique, une société dans laquelle les êtres humains s'occupent des affaires qui les concernent. Exactement. Et ce, à tous les niveaux. C'est ça la clé de l'affaire. Il y a eu une limitation par les rapports de propriété qui a été fondée en partie, mais qui était une impasse. Je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est la personne aujourd'hui pose le problème de propriété, justement, personne ne pose le problème de propriété, indépendamment des formes concrètes de cette propriété et justement de la question de la démocratie politique. Je voulais juste mentionner une chose, c'est que ce qui était absent dans la discussion, c'était la dimension internationale. C'est-à-dire qu'on a regardé les choses un petit peu avec une vision hexagonale, alors que la crise, elle est internationale et mondiale, et que vraiment, je pense que quelque part, on devrait intégrer la dimension internationale à nos réflexions.